Bonjour à tous et bienvenue à tous sur cette journée sur les données pour la nutrition, ce webinaire d'aujourd'hui. Nous allons vous partager le PNN du Guatemala. Ils vont partager des expériences et des plateformes d'information sur la nutrition qu'ils ont mis en place à Momostenango. Juste quelques petites informations techniques. Nous vous encourageons à mettre en place l'interprétation. Cela est disponible en bas de l'écran. Il est disponible en anglais, français et espagnol. Pour pouvoir mettre en place l'interprétation, vous devez cliquer sur le globe interprétation et choisir votre langue d'écoute choisie. Vous pouvez également sélectionner Mute Original Audio ou couper l'audio original. Avant de commencer, tous les vidéos et les micros des participants doivent être fermés pendant les présentations. Nous vous invitons à poser vos questions sur la partie Q&A, questions et réponses. Une version enregistrée de ce webinaire sera disponible juste après sur notre canal YouTube Data for Nutrition. Et un résumé sera également disponible dans les semaines à venir. Je vous rappelle simplement que les données pour la nutrition et la Community of Practice permet de donner des opportunités de connaissances, d'expérience et de réponses aux questions pertinentes sur le renforcement de la chaîne de valeur des données de la nutrition à tous les niveaux pour arriver à avoir de meilleurs résultats en termes nutritionnels dans les PRI. La modératrice d'aujourd'hui est Perrine Guéniez. Elle a plus de 10 ans d'expérience à travailler dans la nutrition à l'international et notamment, elle travaille sur le programme international pour la nourriture et le PNN. C'est un élément important du programme de nutrition de l'Union européenne et il soutient ce programme de PNN. À vous. Merci Rebecca. J'espère que vous pouvez m'entendre correctement. Bonjour à tous à travers le monde. Ravi que vous soyez connectés et que vous suiviez avec nous aujourd'hui, soit en ligne directement ou sur le site de YouTube. Je vais être la modératrice de ce webinaire aujourd'hui. C'est également notre premier webinaire qui est organisé par la communauté de pratique. Nous sommes ravis de cela. Je suis également ravie de vous présenter les informations, la nouvelle plateforme NIPN ou PNIN en français, qui est la plateforme nationale d'information sur nutrition. Le but est de renforcer l'analyse et les systèmes d'analyse pour permettre de prendre de meilleures décisions dans le domaine de la nutrition. Cette initiative a été soutenue par l'Union européenne, la coopération britannique et la fondation Bill and Melinda Gates. Ceci a été mis en place dans 9 pays, dont le Guatemala, et c'est de ce pays que nous allons parler aujourd'hui. Le projet a commencé en Guatemala en 2018. La plateforme du Guatemala non seulement a obtenu de bons progrès, mais ils sont même allés au-delà et ils ont réussi à décentraliser leur système. Et une des municipalités va être présentée aujourd'hui, c'est celle de Momostenango. Depuis 2018, Guatemala est le seul pays où le PNIN a été géré de manière décentralisée et cela était prévu dans la conception du projet initialement. Donc, nous sommes ici pour parler de cette expérience spécifique aujourd'hui. Je vais donc rapidement vous présenter les objectifs du webinaire d'aujourd'hui. Nous serons ravis de présenter les résultats principaux d'une étude de cas qui a été effectuée spécifiquement pour documenter l'expérience du pilote guatémaltèque. Et cette étude a été commissionnée par le PNIN Aide mondiale. Le but est de
augmenter l'apprentissage et nous faire réfléchir et voir comment les choses peuvent se mettre en place au niveau municipal. Nous allons également présenter les valeurs ajoutées de mettre en place un tel projet gouvernemental. Pour ce faire, aujourd'hui, nous allons organiser le webinaire comme suit. Tout d'abord, une introduction du contexte national guatémaltèque avec la stratégie nationale de nutrition et la politique nationale de nutrition, la mise en place de cette plateforme nationale d'information sur nutrition dans ce contexte. On va apprendre les principales recommandations et résultats de cette étude de cas qui a été effectuée l'année dernière et qui doit encore être publiée. Et puis, nous allons voir la perspective de plateformes décentralisées au Guatemala de la part de nos collègues qui mettent en place ce projet. Et nous allons réfléchir à comment est-ce que l'on peut appliquer cela à plus grande échelle, avec une institutionnalisation du projet, ce qui est planifié dans un plan qui nous amène à 2024. Puis, nous aurons une session de questions-réponses. Donc, pour commencer notre présentation, je suis très honorée d'accueillir la secrétaire adjointe du Cézanne, qui est le secrétariat pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Guatemala. Elle a plus de 10 ans d'expérience dans l'administration publique et la gestion des affaires publiques. Elle a eu plusieurs rôles cadres dans différentes institutions du Guatemala, y compris la coopération extérieure pour le secrétariat de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et maintenant la vice-présidence. Elle a fait de l'évaluation de projet, de la gestion de projet, du conseil technique en politique publique et autres. Elle a un master en coopération internationale et elle est spécialisée dans la gestion des services de santé et elle a fait ses études dans le domaine de la nutrition. Nous sommes ravis de vous avoir ici aujourd'hui et je vous laisse la parole, Madame Guzman. Je vous en prie, présentez-nous le contexte guatémaltèque. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis effectivement directrice du secrétariat pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous sommes désolés, mais la secrétaire ne peut pas être là aujourd'hui. Elle est désolée de ne pas avoir pu être présente aujourd'hui. Je suis ravie de voir qu'il y a autant de participants ici aujourd'hui. Pour nous, au Guatemala, c'est vraiment un véritable plaisir de pouvoir partager notre expérience sur notre plateforme nationale sur la nutrition. Merci beaucoup. Je voulais commencer par vous dire qu'en 2005, nous avons eu notre première étape et notre première politique sur l'alimentation et la nutrition. C'était tout un voyage presque entre 2005 et aujourd'hui. Et nous avons fait évoluer notre système de gouvernance au Guatemala dans ce domaine. Nous avons des lois spécifiques pour l'alimentation et la nutrition. C'est une loi qui régule l'aspect de nutrition et d'alimentation du pays et c'est la base de notre système de sécurité alimentaire dans notre pays. Ce schéma vous montre comment nous avons fonctionné. Vous avez une pyramide jaune. Il y a un niveau national avec une coordination générale avec le CONASAN au niveau national, qui est un comité de gestion. Puis nous avons un niveau départemental avec un autre comité qui s'appelle le CODESAN. Puis nous avons un niveau municipal avec le comité appelé COMUSAN. Puis nous avons le niveau local qui s'appelle COCOSAN. Sur la gauche, vous voyez également l'ensemble des institutions avec lesquelles nous sommes en ligne au niveau de notre plan stratégique. Nous suivons également le SIG, en particulier l'objectif de développement durable numéro 2 en particulier.
et en particulier avec les politiques générales de notre gouvernement. Nous avons également une grande campagne pour la nutrition dans notre pays. On l'appelle la Grande Croisade nationale pour la nutrition. Et il y a des détails un peu spécifiques au Guatemala et je vais vous les présenter un peu après, mais ça vous donne déjà une bonne idée, vous dire d'où nous nous inspirons, d'où sort notre projet. Voilà. Pourquoi ce projet a été mis en place? Nous avons de nombreux problèmes de malnutrition dans nos pays. Donc, on a aussi vu l'autre côté du problème. On a également des personnes qui sont en surpoids. La dernière étude que nous avons effectuée nous a montré que nous avons 0,7% d'enfants qui sont en malnutrition très forte pour les enfants de moins de 5 ans. On parle de malnutrition chronique, on est à 46,5% chez les enfants de moins de 5 ans. Ça, c'est une réalité qui est bien plus présente dans les zones rurales, cette malnutrition chronique. Nous voyons également, comme je vous le disais, des problèmes de surpoids. Certaines personnes sont en surpoids, ce qui veut dire que on voit des femmes, des mères qui sont en surpoids, mais leurs enfants souffrent de malnutrition. On a 31,9% de femmes qui sont en surpoids dans leurs années fertiles. Nous constatons également un problème d'obésité et ce qu'on appelle la faim cachée, qui est un problème de nutriments dans le corps. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait que nous lions tout cela. Et le gouvernement a décidé de mettre en place cette plateforme internationale pour la nutrition. Il nous fallait une base de données pour que nous puissions prendre des décisions informées. Cela dit, nous nous sommes rendus compte que malgré le fait que nous avions tout cela en place, nous n'avions pas réussi à obtenir les résultats que nous espérions. Et c'est pour cela que nous avons demandé de l'aide afin de renforcer notre système de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Quels sont les principaux résultats de ce projet? Eh bien, nous nous sommes rendus compte que la mise en place de cette plateforme d'information a donné du pouvoir aux autorités locales. Donc, on voit maintenant que les élus ont plus de pouvoir. Ils peuvent avoir les données dont ils ont besoin et peuvent donc prendre des décisions qui sont en lien avec cela, en particulier dans les régions où les choses ont été mises en place. Nous travaillons également avec des programmes locaux. Vous pouvez voir directement avec les photos sur cette diapo, nous avons un panel de recherche qui a cherché à identifier sur le terrain les enfants de 3 à 5 ans pour essayer de voir lesquels souffraient de malnutrition. Et c'est vraiment une étude active, une recherche active que nous avons effectuée et qui nous a permis d'avoir des données plus précises. Puis, nous avons également été voir différentes municipalités et nous avons géoréférencé l'ensemble des familles qui vivaient dans ces communes. J'aimerais également mentionner que nous avons une gouvernance de sécurité alimentaire et nutritionnelle et cela nous a permis d'avoir des données en temps réel, ce qui rend les choses plus durables. Et donc, même si certaines autorités locales ont évolué, on a toujours le même registre. Nous avons également pu monitorer les compléments alimentaires et renforcer leur nutrition. Depuis le 13 novembre,
Nous avons eu 628 000 enfants qui ont bénéficié de ce système de supplément alimentaire. Outre cela, j'aimerais souligner que nous avons pu obtenir plus d'informations, de l'information plus locale. Avant la mise en place de ce programme, nous n'avions pas de preuves de cette malnutrition, pas au niveau national, mais pas au niveau local non plus. Grâce à ce projet, nous sommes plus proches de certaines institutions comme le ministère du Développement ou de la Santé et nous travaillons avec la même plateforme et nous avons un but commun. Nous nous sommes rendus compte que l'ensemble de cette coordination et de ces liens entre les différents secteurs ont été renforcés. Nous avons maintenant une réunion par mois au niveau des départements et c'est une manière d'être plus en lien avec ce terrain. En ce qui concerne la taille de ce projet, on a constaté que la gestion des informations et l'utilisation des données s'est améliorée. On a également une meilleure prise de note des données et on a plus de preuves en général. Tout cela a eu un impact positif. C'était une très bonne chose que cela ait eu lieu puisque la pandémie est arrivée et heureusement, nous étions prêts grâce à cette plateforme. Elle était mise en place avant la pandémie et cela nous a véritablement aidé à avoir des données en temps réel du terrain. Cette plateforme est également très flexible et j'aimerais remercier l'Union européenne et CATIE, le projet CATIE, parce que ça a été vraiment une véritable amélioration pour nous. Nous pensions que ces plateformes étaient vraiment compliquées à gérer, mais ce n'est pas le cas. En fait, c'est facile et très facile d'utilisation. Pour la mise en place de cela à un niveau plus large, nous allons pouvoir commencer à mettre les choses à plus grande échelle. C'est la phase 2 du projet. Nous allons étendre à de nouvelles municipalités ce projet. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup à vous. Donc, nous voyons comment les choses sont mises en place au niveau national, grâce à vous et au niveau des municipalités. Donc, maintenant, nous allons avoir Cristina Lopriore qui va nous présenter le résultat d'une étude de cas, comme nous l'avons mentionné au début. Une étude de cas qui a pour but de nous donner une vue générale sur le projet qui a été mis en place dans la municipalité de Monomoy-Centango. C'est une action conjointe de l'Union européenne et de la coopération pour la nutrition de l'Allemagne. Et maintenant, il a obtenu le soutien mondial du PNIN. Cristina Lopriore est une consultante indépendante qui est spécialisée dans la santé publique et les programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle a beaucoup d'expérience, elle a travaillé dans plus de 20 pays pour des donateurs internationaux. Ici, l'Union européenne, ECHO, la coopération allemande et d'autres institutions publiques en Italie et des institutions internationales comme le programme et d'autres ONG mondiales. Elle conseille l'Union européenne dans différents sujets comme le renforcement de programmes nutritionnels ou des dialogues sur des thèmes politiques. Elle a effectué cette étude en 2021 en collaboration avec Sésame et les différents collègues qui travaillent dans le Sésame. Et elle a travaillé sur le monitoring et l'évaluation en général.
et elle a travaillé avec CATIE, qui est un programme en parallèle avec les centres d'éducation, les établissements d'enseignement supérieur. Elle a travaillé ici sur une étude au Guatemala. Elle va nous présenter les résultats de cette étude qui n'a pas encore été publiée. Donc, j'espère que nous allons avoir un bon aperçu. À la fin de cette présentation, on va également entendre les représentants locaux qui ont mis en place ce projet. Christina, à vous. Merci beaucoup, Perrine. Bonjour à tous. C'est un plaisir de présenter aujourd'hui cette expérience de la mise en place de ce PNIN à Momostenango a été travaillée avec CESAM et les institutions locales. Donc, j'aimerais remercier notamment les acteurs locaux pour leur contribution à cette étude. Il va y avoir 4 parties dans ma présentation. Tout d'abord, je vais vous présenter le contexte de cette étude de cas et sur l'état de sécurité alimentaire et nutritionnelle, puis l'étude de cas et enfin mes conseils pour augmenter ce projet et le mettre à plus grande échelle. Tout d'abord, Perrine vous en a parlé déjà, mais j'aimerais vous expliquer ce que c'est que cette plateforme nationale d'information sur nutrition. Il y a 2 angles. L'un est de renforcer les systèmes d'information dans le domaine de la nutrition et la deuxième volet, c'est vraiment de faire du plaidoyer auprès des États pour cette question de la nutrition. Donc, le contexte de l'étude, nous pouvons le résumer en 3 points. Comme vous l'avez vu précédemment par Madame Guzman, il y a une expérience longue de travail pour lutter contre la malnutrition au Guatemala. Cette croisade nationale pour la nutrition a été mise en place depuis longtemps et le pays s'est réengagé à accélérer ce mouvement. Et la malnutrition est encore un problème aujourd'hui. Cette stratégie, donc la grande croisade pour la nutrition, doit être focalisée pour permettre de nourrir les plus vulnérables et combler ce fossé socio-économique qui empêche tout le monde d'être nourri correctement. Le rôle de cette décentralisation, c'est d'avoir donné les informations aux gouvernements locaux pour améliorer la mise en place et la collecte d'informations sur cette nutrition. Le but est de leur donner la possibilité de mieux utiliser cette plateforme. Donc, l'objectif de cette étude était triple. Premièrement, décrire et analyser le processus de découverte pour la mise en place de cette plateforme multisectorielle d'information pour la nutrition. Puis, deuxièmement, donner des leçons clés. Et troisièmement, partager avec d'autres pays du programme PNIN. L'ampleur du programme, eh bien, il y avait plusieurs domaines. Premièrement, l'analyse des données, la gestion et la création des systèmes. Deuxièmement, le développement des capacités par la formation, le développement et l'utilisation des outils. Et troisièmement, l'analyse d'informations pour le plaidoyer et la prise de décision politique. Donc, si vous voulez avoir plus d'études de cas qui vont être publiées, n'hésitez pas à nous le faire savoir. La méthode d'étude, ça a été l'utiliser de documentation, de relire de la documentation et deuxièmement, des interviews avec des parties prenantes du projet. Cela a été fait au niveau municipal, départemental et national. Et plusieurs secteurs ont été couverts, dont la santé, l'agriculture, la protection sociale et d'autres domaines également. Comme vous pouvez le voir, le programme Momostenango est toujours en place et les choses vont continuer à se mettre en place à l'avenir. Donc, nous passons maintenant à la sécurité alimentaire nutritionnelle au niveau local. Comme la carte le montre, Momostenango est une commune du département de Totonicapán, qui est dans les Highlands, dans les hautes montagnes de l'Ouest. 80% de la population est rurale et
et natives. Ce sont des petites fermes principalement qui produisent des légumes. Les indicateurs de sécurité sur l'alimentation et la nutrition ont été collectés à 3 niveaux, Momotsenango, Totonicapán et national. Vous pouvez voir les 3 couleurs. Et on a constaté de la malnutrition à tous les niveaux. Et au niveau local, on peut voir que 6 enfants sur 10 sont en malnutrition chronique. Un tiers sont anémiques. Et on voit également une augmentation de l'obésité et du surpoids, tant chez les femmes que chez les enfants. Les causes principales, il y en a beaucoup et elles sont toutes interconnectées. Par exemple, au niveau local, on a constaté un régime alimentaire qui n'est pas équilibré. Les enfants de 2 ans ne reçoivent pas la nourriture qu'ils devraient recevoir. Les enfants de moins de 6 ans sont uniquement nourris au sein, mais beaucoup de femmes n'ont pas d'éducation primaire ou seulement partielle. Ils n'ont pas accès à une sanité, des toilettes dans leur maison également, et pas d'accès à l'eau potable pour beaucoup d'entre eux. J'aimerais également, vous avez déjà vu cela, mais je voudrais juste rementionner quelque chose. Le Guatemala, en 2005, a décidé de mettre en place un système national avec différents niveaux, comme on l'a vu précédemment, où vous avez des comités de sécurité alimentaire et nutritionnelle à différents niveaux, où différentes parties prenantes prennent des décisions. Donc, une bonne gouvernance veut dire une capacité à agir et une mise en place pour ce faire. Et pour ce faire, il faut de la capacité, et il faut être réactif. Comment mettre en place cela? Cette plateforme Simsman, comment a-t-elle été mise en place? Cela a été fait en 3 étapes. Combiner les acteurs. Deuxièmement, développer les capacités. Et le troisièmement, c'est augmenter la demande et l'utilisation de l'information pour la prise de différence. Donc, je vais vous présenter les premiers blocs. Sensibilisation sur la plateforme et organiser également un comité technique pour les relations. Ça implique également identifier les domaines pour les informations, pour formuler et prioriser la politique qui est pertinente, faire également une étude donc, dans la forme de la municipalité pour la sécurité alimentaire et définir la structure institutionnelle, essayer de faire entrer des accords pour l'utilisation de ces données. La deuxième étape serait la conception et le développement de cette plateforme éthique pour la web interface et identifier les besoins en données aussi bien que les informations, réviser la qualité des données, faire de sorte qu'il y ait des analyses quantitatives aussi bien que la formation des équipes dans l'interprétation aussi bien que l'analyse des données sur un niveau technique et autres. La troisième étape serait les activités impliquées, disséminer les analyses à un niveau local, que ce soit justement des cibles différentes, que ce soit les médias ou alors le public, essayer de débattre cette analyse et renforcer également la capacité pour le suivi, pour la nutrition, aussi bien que pour les décideurs politiques. Une gouvernance qui doit être également mise en place, aussi bien que des outils d'index et faire de la traçabilité également en temps réel. Le plaidoyer avec les décideurs politiques, avec des informations qui soient relevantes et pertinentes. Je vais essayer de parcourir certains de ces résultats, essayer de me focaliser sur 2 composantes. La toute première serait de parler de ce que vous allez voir sur l'écran. Nous allons commencer avec le développement de capacités. Donc, nous avons
deux côtés, donc dans cette plateforme, les données que vous trouvez en bas, aussi bien que les développements en haut. Ce qui veut dire qu'il y a six réalisations que je voudrais renforcer dans le cadre du développement de capacité. La capacité a été intégrée entièrement à un niveau institutionnel et légal. Et ceci semble être très important pour faire de sorte à ce que ce soit opérationnel. La deuxième réalisation, c'est la création d'un département et les municipalités pour la nourriture. Et je vais parler de tout ceci tout à l'heure. Troisième réalisation est que la politique publique a été révisée en utilisant les données dans la plateforme. Quatrième réalisation, la capacité pour la gestion, c'est bien que les analyses de ces données étaient pertinentes pour l'évaluation, la surveillance, le suivi. Ceci est important parce que ça nous conduit à un engagement beaucoup plus important de la part du secteur. Cinquième réalisation, le projet qui a été appuyé, soutenu ou le soutien de ce projet était flexible. Ça a été construit sur un système existant. Ça n'a pas créé un nouveau système en tant que tel, mais plutôt sur quelque chose qui est existant. Le taux premier, le dernier, la capacité a été renforcée pour l'application aussi bien que pour l'utilisation des outils, comme je l'ai mentionné tout de dire. Ceci a augmenté la surveillance et le suivi de la suivi et ça garantit également la redevabilité mutuelle. Il y avait des défis, bien sûr, et je vais en parler tout à l'heure sur deux fronts. En termes de formation, il y avait un niveau de capacité qui n'était pas très équitable relatif à la base de données institutionnelle. On avait tendance à se focaliser beaucoup plus sur les aspects techniques, beaucoup plus que les soft skills. Cette tendance de cibler l'aspect institutionnel plutôt que les acteurs non institutionnels. Et c'était dans le cadre de ces formations. Qu'en est-il maintenant des outils? Le système d'information existant n'était pas bien interrelié et là, c'est un problème majeur à travers plusieurs pays et commun et les données ne sont pas toujours adéquates, opportunes pour les analyses telles que, par exemple, il y a une certaine fréquence de collecte de données ou d'informations. Qu'en est-il maintenant aussi de ces informations et les utilisations également? Il y a 6 points à souligner en termes d'utilisation de ces données-là. Tout d'abord, la réalisation importante est que le problème politique a été traité, a été formulé sur un plan local et ceci doit générer une sensibilisation aussi bien qu'un engagement politique. Deuxième réalisation, c'était le fait que donc, la politique publique municipale a généré beaucoup plus d'appartenance par les acteurs à niveau local. La troisième réalisation serait de dire que le Conseil local sur la sécurité alimentaire était vraiment autonomisé et ceci les a aidés à converger vers un objectif commun et articuler beaucoup plus leurs efforts sur la base de ces preuves-là. Quatrième réalisation serait de dire que les institutions étaient beaucoup plus capables de coordonner et faire de sorte qu'il y ait des interventions au sein des territoires sur la base de ces données-là, ces preuves. Par exemple, il était beaucoup plus capable de essayer de cibler le soutien avec des familles qui souffraient de cette malnutrition et de délivrer également une aide alimentaire à ces enfants qui étaient mal nourris. Cinquième réalisation à travers cette donnée de base est que les failles étaient identifiées en ce qui concerne la planification, la mise en place, aussi bien que le suivi, la surveillance, les failles et les écarts en termes d'intervention et les ressources qui étaient utilisées pour pouvoir mobiliser plus de financement, des financements additionnels pour plus de projets dans une des municipalités où les financements ont été amplifiés. Donc, il y a ce financement qui était mobilisé pour les femmes agriculteurs avec des activités qui généraient un rendement, garantir la vente de leur propre production à travers un accord avec un schéma d'approvisionnement alimentaire. Il y avait des défis à ce niveau-là, encore une fois. Les composantes étaient moins avancées que les autres. Il y avait différents niveaux de compréhension de ce problème parmi les acteurs et des ressources étaient inégales en ce qui concerne ces réponses, surtout au-delà du secteur sanitaire et le fait que l'allocation du budget guatémalien continue à être centralisée. Ceci représente un hall municipal dans cette zone d'études ou cette région d'études.
Essayons d'aller vers les recommandations et les leçons apprises. Cette photo, j'ai beaucoup apprécié cette photo. Pourquoi? Ça nous montre donc le maire qui est en train d'utiliser cette plateforme à travers de son téléphone portable. Et c'est un exemple comment est-ce que la plateforme pourrait aider les décideurs politiques pour qu'ils puissent avoir accès à ces plateformes, les analyser et essayer d'en tirer profit. Pour commencer avec les leçons et les recommandations sur la composante des capacités, je voudrais juste vous donner un rappel que le développement de capacités a trois niveaux. Le niveau individuel, le niveau organisationnel, aussi bien que favoriser un bon environnement. C'est beaucoup plus la formation d'un individu, renforcer également la capacité opérationnelle, la capacité, les connaissances, aussi bien que la mise en application. C'est un processus en tant que tel, ça dépend du contexte, de l'environnement où vous vous trouvez. Vous pouvez avoir plusieurs rôles, y compris donc, résoudre des problèmes, des experts, des formateurs, des coachs, des mentors. Avec ceci à l'esprit, je vais vous fournir 4 recommandations qui ont émané à partir de cette composante. La toute première leçon, les recommandations, en général, c'est l'importance de renforcer donc l'institutionnalisation de cette plateforme. Ça ne peut jamais être assez fort. C'est important. Pourquoi? À cause de la durabilité, mais ça peut également renforcer l'équipe. Les processus également prennent du temps pour mettre du temps. Donc, essayez de cadrer le développement de capacités en utilisant des objectifs à long terme. Et ceci requiert, bien sûr, donc, le développement donc, d'une approche contextuelle ciblée, donc des points clés de gouvernance et fournir des ressources institutionnelles pour qu'on puisse avoir une gouvernance efficace. La deuxième recommandation serait de dire qu'en termes de donc un point d'entrée spécifique créé, donc des structures organisationnelles telles que par exemple le directorat ou le département municipal pourraient nous aider à l'utilisation de cette plateforme. Autonomiser également l'équipe technique aussi bien que les décideurs politiques pour utiliser et analyser les informations et ceci va certainement augmenter leur intérêt. C'est très important de se concentrer beaucoup plus sur l'utilisateur aussi bien que l'utilisation de ces informations dans le cadre de ces prises de décision. Se focaliser beaucoup plus sur les soft skills. Je l'ai déjà mentionné tout à l'heure. Nous avons cette tendance justement de se focaliser beaucoup plus, mais les soft skills vont certainement renforcer cet engagement politique. Donc, nous pouvons trouver différentes manières de travailler. Il ne s'agit pas juste de compétences dans la construction de partenariats, la communication, et ceci prend justement beaucoup de temps pour amplifier tous les secteurs. La toute dernière recommandation, le fait de renforcer la capacité donc, des acteurs qui ne sont pas étatiques. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent également prendre part dans le cadre de la coordination aussi bien que l'évaluation politique. Par exemple, la société civile semble être un acteur crucial, important dans la surveillance locale, des surveillances, faire de sorte également un auditing, aussi bien que le plaidoirie et contribuer au système alimentaire. Prochain, transparence, d'autres recommandations et des leçons qui amènent des composantes relatives à ces informations, l'utilisation de ces informations. Vous voyez, par exemple, l'élément clé de la durabilité de cette plateforme. Tout d'abord, donc les décideurs politiques pour mettre à jour les données, les ressources humaines, aussi bien que l'utilisation de ces informations de ces décideurs. Là aussi, à ce niveau, il y a 4 points ou 4 leçons. Le pilote, où ça a été démontré que c'est possible d'obtenir une livraison de services, de faire des priorités aussi dans le cadre des interventions sur la base des besoins locaux, de mobiliser également les ressources et faire de sorte qu'on puisse avoir plus de partenariats pour qu'on puisse faire plus dans ce domaine de malnutrition. Donc, ces recommandations, c'est essayer de marier le potentiel des plateformes pour qu'on puisse avoir plus de budget, plus de réponses sur la base des besoins, des territoires et des contextes. Et bien sûr, donc, la création ou la demande de création requiert le changement culturel au Guatemala, mais ce sont des motivations très importantes qui ont émané dans cette étude, c'est de voir l'impact positif dans la vie réelle de ces gens-là. La deuxième recommandation serait de dire aussi démontrer d'une manière assez concrète comment. Donc, comment les informations pourraient être utilisées sur une petite échelle pour les interventions pour l'avantage des gens qui sont les plus vulnérables. L'adoption, ça pourrait stimuler donc l'adoption de cette plateforme et de l'utiliser d'une manière efficace. L'autre recommandation, c'est promouvoir
l'application pratique de cette plateforme. Ceci pourrait justement faire de sorte à ce que les décideurs politiques puissent être convaincus. Et c'est pour ça que c'est très important de disséminer les expériences parmi les différents acteurs politiques comme étant un modèle de collaboration. Et la toute dernière recommandation serait de dire également le fait d'appuyer ces processus pour qu'il y ait donc cet engagement constructif parmi toutes les parties prenantes et considéré comme un effort continu. Et là, je passe vers mon tout dernier transparent et c'est la toute dernière réflexion en perspective. J'ai 8 réflexions sur un niveau global. Tout d'abord, c'était très important également et c'est une condition très importante d'avoir un FNS, une politique de FNS et un cadre légal quand on initie une plateforme telle que celle-ci. Le deuxième point serait dire une alliance stratégique avec des institutions nationales qui sont responsables pour la coordination, pour la sécurité alimentaire et établir également des arrangements institutionnels qui vont certainement ouvrir les portes des horizons pour avoir accès aux données. Troisième leçon et recommandation à niveau planétaire, c'est d'avoir une équipe multidisciplinaire et solide pour faciliter ce processus. Et cette équipe a été vraiment incroyable. Elle était vraiment engagé d'une manière entière et il continue à l'être. Et c'est très important d'avoir ce type de confiance. Quatrième message, c'est étayer de personnaliser et faire du cas par cas en termes de théorie pour le développement de capacités pour chaque donc, gouvernement décentralisé. Il n'y a pas un seul exemple. Il va falloir adapter votre propre approche. Le cinquième message serait valoriser donc, le coaching en renforçant le soft skill. Nous avons besoin des soft skills, de leadership, en communication, travail de groupe également. Tous ces éléments sont très fondamentaux si on voudrait faire un changement. Le sixième point, c'est la décentralisation, la plateforme de décentralisation pour faire de sorte qu'il soit vraiment proche à ce type d'intervention en termes également de la création de demandes, aussi bien que pour la redevabilité. Le septième point, partager les pratiques en ce qui concerne la mise en application dans un pays où les services sont de cette manière-là. Donc, essayer d'utiliser donc ceci comme étant les indicateurs comme des motivations. Avec cette présentation, nous avons donc ce discours qui va expérimenter ceci en termes de plateforme, aussi bien que les valeurs ajoutées. Je m'arrête là et je vous remercie pour votre aimable attention. Los sistemas de información departamental y municipal. Le système d'information départemental et municipaux sont des outils clés pour la prise de décision au bénéfice de la jeunesse guatémaltèque. Petit à petit, la Commission municipale de sécurité alimentaire et nutritionnelle favorise l'institutionnalisation en matière de sécurité alimentaire dans notre commune de Monossanang. 6 enfants sur 10 souffrent de malnutrition et cela se convertit en évaluation pour la Commission municipale de sécurité alimentaire et nutritionnelle en renforçant la santé des enfants et des adolescents de notre commune. La politique publique municipale de sécurité alimentaire et nutritionnelle est un instrument public qui reflète l'engagement politique des autorités municipales, les institutions publiques et privées et de la société en général qui vont s'occuper de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population en situation de pauvreté extrême, la population indigène et qui vit dans les zones rurales, et tout ceci afin d'atteindre un développement humain durable. Je vais vous présenter Edouard Dor, qui est notre coordinateur d'UNEPAN, avec notre coordinateur de NIPEN pour la plateforme en Guatemala. Étant donné que notre réception en 2018, il travaille pour en ce moment à Katia, le centre d'enseignement supérieur de l'agriculture. Donc,
Il a un diplôme de 3e cycle dans la gestion de l'agriculture durable et des ressources naturelles. Et il a plus de 20 ans d'expérience dans la gestion des connaissances, la mise en place des programmes, aussi bien que des projets dans le domaine de l'environnement agrègue, la sécurité alimentaire, le plan génétique, aussi bien que la planification territoriale et l'intégration également des approches des hydrauliques. En tant que coordinateur de Nippon à Guatemala, il a déjà travaillé dans ce projet depuis la toute première phase, mais c'était en 2018, après 2021. Et en ce moment, il est en train de parcourir la deuxième phase à partir de maintenant à l'horizon de 2024. La deuxième phase du financement est appuyée par la Commission européenne avec un cofinancement de la coopération allemande. Donc, nous allons l'entendre qui va nous parler de l'avenir de cette plateforme à niveau décentralisé. Il va nous parcourir vers l'opportunité aussi bien que des différents défis avec les différents problèmes qui sont en train d'avoir lieu en Guatemala. Eduardo, si vous êtes prêt, vous avez la parole avec votre propre présentation. Vous avez la parole. Merci, Perrine. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Et je voudrais également remercier la délégation de l'Union européenne à Guatemala parce qu'ils sont en train de financer la deuxième phase de cette initiative et ils étaient vraiment très impliqués dans la toute première initiative également. Et je voudrais saisir cette opportunité pour remercier Paysan, qui est le secrétariat de ce pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont été très actifs tout au long de ce projet et ça a renforcé vraiment notre propre plateforme d'information nationale et tout ceci a été réalisé grâce à ces efforts conjoints aussi bien que les nationaux qui ont joué un rôle important dans le cadre de ce projet. Je pense que cette plateforme nationale est en train de nous fournir des données aussi bien que maintenant on peut voir les résultats et comment tout ceci a été décentralisé avec les différents services qu'on a utilisés. Nous avons fait cette enquête en 2014-2015 sur la nutrition infantile et on est en train d'utiliser toutes les données disponibles dans le pays qui facilitent la tâche du processus pour les décideurs politiques. L'autre point que je voudrais souligner à ce niveau-là, et ce serait de dire que c'est très important pour nous d'utiliser ces données à niveau national. Le gouverneur de notre département, aussi bien que notre maire, comme nous l'avons vu dans la vidéo, aussi bien que les membres de la municipalité se sont mis d'accord que l'utilisation de données semble être un élément clé. En ce qui nous concerne, c'est vraiment très important de travailler ensemble dans ce processus ou dans le cadre de ce processus. On voudrait saisir cette opportunité pour remercier toutes les institutions de nos pays, les institutions alimentaires. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont permis d'être présents dans le cadre des analyses des données. Et en tant que pays, nous avons différentes plateformes d'information nationale. Chaque ministère a son propre système d'information et c'est pour cela que c'est très important d'interpréter toutes les données, aussi bien que faire de sorte à ce que ce soit considéré comme quelque chose de très important. Bien sûr que nous avons des défis devant nous, nous sommes confrontés à des défis et ces données ne peuvent utiliser que pour améliorer la coordination à niveau municipal, bien évidemment. Et au niveau municipal, c'est là où il va falloir identifier ces données, essayer également de faire de sorte à ce qu'on puisse non seulement les identifier, mais prendre en considération les familles qui sont confrontées à des problèmes de malnutrition. Et là aussi, encore une fois, ces données sont des éléments clés. Pourquoi? Parce que maintenant, nous avons des données qui émanent et qui viennent des études qui ont été faites pour les mères aussi bien que pour les enfants. Nous avons vu que pendant les dernières années, ce qui s'est passé est que nous
nous avons fait de sorte à ce que tout ceci soit là pour résoudre le problème nutritionnel. Et de la même manière, nous avons essayé d'analyser ces analyses-là pour acquérir plus d'informations. Et et ces données, bien sûr, ne peuvent que être considérées comme une bonne utilisation pour nous, une bonne utilisation. Vous avez déjà vu ceci, n'est-ce pas? Nous avons vu et nous sommes tous d'accord que le projet a besoin être personnalisé selon notre propre contexte. Et bien sûr que nous avons des problèmes domestique qu'il va falloir identifier les questions, les problèmes et de la même manière, il va falloir aussi, une fois que nous connaissons les questions qui sont requises, qui sont nécessaires, c'est là qu'il va falloir commencer à identifier les sources des données ce qui émanent de différents ministères et c'est ainsi que, à la lumière de ces résultats, on peut interpréter ces données et répondre à ces questions qui sont posées et les problèmes auxquels nous sommes confrontés aussi. On est en train de travailler sur ces open data sur un niveau municipal et bien évidemment, ce sont les objectifs qui sont considérés comme des objectifs à court terme. Nous avons cette équipe multisectorielle qui est très expérimentée, qui a beaucoup d'expérience dans le cadre d'analyse de ces données et on est sûr qu'on est en train de progresser dans le cadre des analyses de ces données et de cette manière, ils pourraient être exploités, utilisés dans le cadre de notre système nutritif et pourraient être utilisés par les institutions qui travaillent dans le secteur alimentaire. Ce qui semble être important, c'est que nous avons créé un comité technique qui peut exploiter, utiliser ces informations à chaque fois que c'est requis, à chaque fois qu'ils en ont besoin, bien sûr. Et ils pourraient, bien sûr, échanger des informations avec d'autres acteurs. La coopération est un élément clé, bien sûr. Elle est fondamentale, la coopération. Selon moi, il y a des actions bien spécifiques pour pouvoir lutter contre la malnutrition, empêcher la malnutrition, mais on doit faire plus que ceci à niveau municipal. Et améliorer donc la coordination entre ne pas voir des choses qui se complètent. C'est durable, ça fait souvent. Il faut pas, c'est un point très important. Et surtout, nous allons aussi favoriser ces éléments sont inclus, pris en considération dans notre propre niveau décisionnaire, dans notre propre programme. Nous avons défini à la lumière de ces résultats les critères pour pouvoir continuer, pour pouvoir améliorer et utiliser ces informations dans notre programme. Commencer à plus de municipalités on voudrait renforcer tout ça sur ce niveau. Nous avons des ateliers de travail, de consultation pour qu'on puisse améliorer le dossier. Nous parlons aux différentes institutions, différents ministères, aux différents membres au sein de ces institutions. Et bien sûr, tout ceci pourrait nous aider à la deuxième étape. De la même manière, nous essayons de parler également avec le monde académique pour pouvoir aux entreprises privées et plusieurs autres acteurs qui sont très importants et qui sont fondamentaux dans le domaine alimentaire. Ce qui veut dire que nous allons continuer à travailler de cette manière. Nous allons essayer de faire de sorte à personnaliser ces actions au cours de la deuxième étape pour qu'on puisse utiliser ces données pour les décideurs politiques. Et à travers
tout ce voyage, toute cette aventure, aussi bien que dans le cadre de ces 3 niveaux. Nous pensons que nous allons beaucoup progresser. Nous avons déjà identifié certains actions qu'on pourrait prendre en considération à court terme. Et nous avons cette carte devant nous. Et sur cette carte, on peut voir qu'à partir de l'expérience de Momas de Mango, on était capable d'extrapoler vers d'autres municipalités, vers d'autres provinces et toutes ces municipalités qui sont membres de cette grande croisade, donc ce grand projet, et qui ont également cette gouvernance ou ce système acceptable de gouvernance, ils vont certainement faire partie de cette politique qui va certainement inclure 55 municipalités. Et de ce fait, je dirais aussi que l'idée principale à ce titre-là est qu'on voudrait que toutes les municipalités pourraient améliorer leur propre système de gouvernance, s'améliorer bien sûr, et bien sûr que ceci va être le résultat de la mise en place de ce système. Ce qu'on voudrait avoir en tant que résultat, c'est principalement faire de sorte à ce que multiplier les efforts avec plusieurs institutions, mais de la même manière, dans ce cadre-là, de notre loi alimentaire, nous espérons être capables de progresser et de faire tout ce progrès. Merci beaucoup, Eduardo. Merci pour cette présentation. Donc, nous allons avoir le temps maintenant de passer à une session de questions-réponses. Certaines questions ont déjà été posées dans l'onglet questions-réponses, mais nous invitons les participants à plutôt poser leurs questions dans la partie questions et réponses Q&R plutôt que dans la boîte de discussion générale. Nous allons essayer de répondre à certaines de ces questions, mais nous n'allons certainement pas pouvoir répondre à toutes les questions. Donc, l'ensemble des questions restantes vont être mises dans un résumé de ces questions et on vous publiera des réponses. Et elles seront disponibles dans les semaines à venir. Donc, cette question-réponse, juste pour essayer d'organiser les choses, nous aimerions avoir 2 points spécifiques. Le premier sera les questions qui sont en lien avec des questions techniques et les questions sur l'expérience d'utilisation de la plateforme. Et le deuxième thème, c'est plus les implications des découvertes, des recommandations et l'utilisation et la mise en place de ce type de programme dans d'autres pays et d'autres contextes. Donc, si nous regardons des questions qui nous ont été posées, peut-être que nous pourrions commencer par une question Mathias, de notre collègue Mathias Brown. Quels sont les incitants pour les partenaires multisectoriels à participer activement? En d'autres mots, qu'est-ce qu'ils gagnent de cette coopération? Et peut-être que nous pourrions entendre la réponse d'Eduardo pour commencer, ou peut-être également de Cézanne ou de Christiane. Eduardo d'abord, puis Christiana après. Est-ce que vous voulez que je répète la question? Oui, s'il vous plaît. Les partenaires multisectoriels, qu'est-ce qu'ils gagnent à coopérer et à s'engager dans cette plateforme, d'après vous? Qu'est-ce qu'ils y gagnent à être actifs sur cette plateforme? Je pense que ce que proposent ces systèmes d'information, c'est de se retrouver sur un site le même, un endroit où il y a toute l'information au même endroit. Et toutes les parties prenantes
tous les membres du système national du sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau départemental, national ou municipal peuvent trouver des données, des informations sur les différentes interventions ou bien la situation en termes de sécurité alimentaire et nutritionnelle à tous les niveaux. Et je pense que c'est quelque chose de très important. L'autre, c'est le fait de partager les données. Ça permet aux fonctionnaires, mais également la société civile ou bien les universitaires de pouvoir accéder à ces données et pouvoir effectuer des analyses. Et ces données peuvent être utilisées pour faire des analyses, pour étudier comment on peut mettre les choses en place et comment on peut prévenir la malnutrition dans le pays. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Et puis également, en fonction de l'avancement de la technologie, avoir la possibilité d'avoir accès à ces données municipales avec des applications sur un téléphone portable, ça c'est très pratique, c'est très important. Il y a une version en ligne, une version web et une version mobile et vraiment c'est très pratique, c'est un grand avancement je pense. Et on voit que les institutions font des efforts pour proposer ces données et le fait que ces données soient ouvertes à tous est très utile et très intéressant. Merci beaucoup, Eduardo. Christina, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, juste que cette question de la transparence et d'inviter des personnes qui ne sont pas des fonctionnaires de pouvoir accéder à ces données est très important. Vous savez, même des données de routine peuvent être envoyées en rapport au niveau national. Et donc, casser ces décisions qui sont toujours à la verticale, mais les mettre plus à l'horizontale et donner accès à plus de gens du même niveau à ces données. Je pense que c'est important, effectivement, s'assurer également que le contrôle qualité a lieu à chaque niveau de la chaîne est important. Et puis, c'est aussi un incitant de vérifier cette qualité continuellement, le fait de publier les données. Merci beaucoup. Peut-être, Christina, peut-être pourrait-on passer à la question suivante à laquelle quelqu'un a répondu dans le chat, mais je pense que ça peut quand même être intéressant que tout le monde le sache. Marty demande des exemples concrets sur quand et comment est-ce que les élus locaux prennent des décisions à la suite de données qui ont été générées sur la plateforme et comment est-ce que là a changé les services pour la population visée. Vous en avez parlé un peu pendant votre présentation, mais peut-être qu'on pourrait développer cette question. Merci pour la question. J'étais particulièrement ravie de voir que le gouverneur de Totonicapán a mentionné le fait que la plateforme de la municipalité a permis de combler des fossés, d'identifier où il y avait des besoins et de faire cette intervention ciblée. Et ainsi pouvoir créer de nouveaux partenariats avec certaines ONG, par exemple. Je ne sais plus quelle ONG c'était, mais il a donné un exemple. Et je trouve que le fait de pouvoir mobiliser ainsi des fonds, ah oui, c'était les fonds pour aider les femmes à vendre leurs œufs à l'hôpital local. Donc ça, c'est vraiment exactement ce qu'on veut mettre en place. Comment les élus locaux peuvent utiliser ces données pour focaliser une intervention spécifique et aider et répondre aux besoins locaux. Merci beaucoup. Peut-être que si on élaborait sur cette question, si vous pensez, peut-être que c'est Cathy qui devrait répondre à cette question. Si vous arrivez à entrer en lien avec les études au niveau national et local, est-ce que vous avez vu un processus spécifique pour amener les élus à entrer et puis les informer à comment est-ce que dans d'autres pays, ils pourraient faire la même chose? Est-ce qu'il y a des demandes spécifiques et est-ce qu'il y a une manière spécifique d'approcher ces élus et les influencer à prendre des décisions?
Je ne sais pas si vous vouliez de répondre, Christina, mais peut-être que Eduardo pourrait répondre d'abord. Oui, oui. Je pense qu'il y a besoin d'avoir des données au niveau départemental et municipal. C'est ça ce qui permet que les institutions, tant au niveau départemental que national, continuent à être en communication. Par exemple, si on voit la traçabilité des données, avec les équipements publics, ils peuvent collecter les informations au niveau municipal, ils le montent au niveau départemental, puis ils le remontent encore au centre, au siège de chacune de ces institutions. Et tout le monde fait partie du système et certaines de ces données peuvent être analysées et utilisées publiquement. Mais c'est la nécessité d'avoir des données au niveau local, municipal et départemental. Et il faut vraiment avoir une collaboration afin de pouvoir donner des données claires. Et afin que les utilisateurs finaux du service puissent bénéficier des mises en œuvre de politiques publiques qui leur sont réservées. C'est important d'ajuster les systèmes avec un registre unique. Je pense que c'est quelque chose d'important pour pouvoir vraiment avoir cette analyse. Mais grâce à ces données, on peut identifier combien de familles ou d'utilisateurs peuvent bénéficier de ce service, dans quel territoire ils sont, au niveau de quelle municipalité, etc. Et en fonction des données, on peut avoir une analyse complémentaire et utiliser ces données comme des données de référence afin de pouvoir expliquer comment est la situation au niveau municipal. Et donc, ça nous permet également de voir s'il y a de l'intérêt. Et on aimerait vous dire qu'il y a un intérêt d'autres municipalités à s'engager là-dedans. Je peux même vous donner UNICEF, qui est intéressé à travailler avec Concessan pour nous aider à mettre en place ce système plus largement dans d'autres municipalités à travers le pays. Et puis, il y a d'autres municipalités qui vont entrer dans ce système qui sont prêts à renforcer ce système, accompagner les ministères à analyser ces données et ainsi avancer pour l'utilisation de ces données pour la prise de décision. Et je pense que c'est quelque chose de très important et qui résulte de ce projet. Merci beaucoup, Eduardo. Est-ce que quelque chose que vous voudriez ajouter au niveau des caractéristiques d'implication au niveau local plutôt que national? Vous avez déjà mentionné, Christina, que le fait de s'approcher de l'intervention et où les actions sont effectuées sur le terrain, ça fonctionne bien, mais avec une certaine limitation dans le sens où notamment la question des financements n'est pas forcément aussi simple et n'est pas forcément aussi décentralisée. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous aimeriez commenter? Vous savez, quand j'ai eu un entretien avec le gouverneur du département, il avait vraiment obtenu été autonomisé par cette plateforme. Il pouvait vraiment apporter quelque chose au niveau central grâce à cette plateforme. Et je pense que c'était vraiment une grande réussite. Il avait l'impression d'avoir tout ce qu'il lui fallait entre les mains pour vraiment plaidoyer pour obtenir les fonds. Et je pense que c'est là que la technique n'est pas la seule utile. Il faut avoir également des compétences sociales pour pouvoir influencer ces élus et ces processus qui sont gérés au niveau national. Pour le moment, ils sont encore gérés au niveau national. Peut-être que petit à petit, les choses vont se décentraliser, mais pour le moment, c'est fait au niveau national. Merci beaucoup, Christina. Nous avons encore 2 questions auxquelles nous pourrions répondre.
de notre collègue. La première, c'est comment est-ce que le travail de la plateforme fait au niveau municipal peuvent également impliquer au niveau national. Donc, il y a deux niveaux et il y a est-ce que ce qui se passe à ces deux niveaux peuvent s'influencer l'un l'autre, si vous voulez? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a constaté ou bien c'est un travail qui s'est fait avec deux groupes de personnes complètement différentes? Peut-être qu'on pourrait donner la parole à Eduardo. Oui, sur un niveau municipal, c'est très important également de dire et d'aller avec ce processus et que le système d'information semble être le moyen principal. Le défi majeur, c'est comment utiliser ces données pour les décideurs politiques dans le cadre de ce système. Dans une municipalité, nous avons des informations, par exemple, et il s'agit de la mise en place, de la mise en application de ces informations, comment également utiliser ces types d'informations qui viennent de ces plateformes dans le cadre de systèmes nutritifs. On pourrait voir comment est-ce que ce processus fonctionne et dans le temps, on pourrait analyser comment est-ce que tout ceci est en train d'être suivi à niveau municipal et départemental. Ce que je voulais dire également, c'est que quelque chose a été développé et qu'on est en train de planifier pour l'année prochaine. Et on est en train de prendre en considération déjà et essayer d'inclure le système comme faisant partie de programmes opérationnels. Et nous pensons que tous ces éléments-là sont très importants. C'est crucial, c'est fondamental et ça pourrait aller main en main avec le système sécuritaire. Et encore une fois, ceci semble être très important. Ce type de processus semble être très important. Cette plateforme ne représente pas la fin, mais ce sont que les moyens. Ceci représente les moyens beaucoup plus qu'autre chose. Et les différents membres sont en train de désagréger leurs données. Ils ont tendance d'avoir beaucoup plus d'informations maintenant relatives aux situations à la lumière de ceci. Et ils peuvent bien sûr faire des analyses et voir comment ils pourraient procéder, comment est-ce que les interventions sont en train de fonctionner à niveau local aussi bien qu'au niveau des municipalités. Merci beaucoup, Eduardo. Je voudrais peut-être maintenant poser une autre question à notre collègue. Je ne sais pas si notre Signora Guzman est parmi nous. Est-ce qu'elle est encore parmi nous? Il y a une question que je voudrais poser au de Jonathan David qui a posé la question, quelles sont les étapes que le gouvernement de Guatemala a parcourues afin de faire la collecte des données pour la plateforme? Quelles sont les différentes étapes que le gouvernement a parcourues pour la collecte des données? Je ne sais pas que la Signora Guzman est encore parmi nous. Bonjour. Donc, étant donné qu'elle a une autre réunion, je suis là en son nom et je vais répondre à la question qui vient d'être posée. Est-ce que vous pouvez répéter la question pour que je puisse répondre à la question? Donc, un de nos collègues est en train de poser une question relative aux différentes étapes par lesquelles le gouvernement est passé afin de faire la collecte des données à partir de la plateforme. Je pense que ceci fait référence au système existant à partir jusqu'au système décentralisé. Et peut-être que ce serait utile d'avoir votre propre retour donc, du perspective gouvernementale, comment ceci a fonctionné, quelles sont les différentes étapes, quand est-ce que le travail a démarré, a commencé en termes de collecte de données. Bien sûr, les données disponibles. Un des défis majeurs au niveau gouvernemental et en général à Guatemala, c'est la collecte de données et relatif à la collecte de données. Nous savons que parfois, quand nous faisons la collecte de données, ce n'est pas assez. La collecte de données n'est pas assez. Et, par exemple, les données relatives à la malnutrition ne semblent pas être
assez, nous n'avons pas pu avoir assez de données, nous n'avons pas été capables de les utiliser d'une manière opportune, adéquate au niveau central. Nous sommes confrontés à des défis majeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de données et pour pouvoir organiser également, également cette plateforme à niveau national. Je ne sais pas si vous voulez que je vous dise un peu plus ou est-ce que j'ai répondu à cette question? Non, merci. Ça a été très utile. Peut-être que ça vaut la peine de mentionner également que certains pays, d'autres pays sont parmi nous et que vous êtes en train de dire que vous êtes confrontés à certains défis, surtout en ce qui concerne les résultats relatifs à la nutrition. Et le système du Guatemala semble avoir beaucoup de force en termes de collecte de données et de plusieurs données, du moins dans certains secteurs. Et en termes de la traçabilité, en termes de traçabilité, de l'allocation également du budget. Est-ce que c'est correct? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus pour qu'on puisse mieux comprendre ceci? Merci. Oui, oui, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Oui, ceci représente un défi majeur. Pourquoi? Parce que nous avons expérimenté plusieurs difficultés dans notre vie de tous les jours. Cependant, je crois que ce type de projet à niveau municipal fait de sorte à ce que le pays devienne beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que si nous continuons ceci dans le cadre de ce projet, si nous avons des objectifs bien clairs qui sont bien mis en place, nous allons certainement avoir des résultats ou des données qui seront disponibles pour les décideurs politiques tenant compte donc du système gouvernemental. Merci. Maintenant, je vais passer à une autre question de notre collègue Orion Balao, qui représente une ONG. Est-ce que la mise en place de ces données à niveau central génère des informations relatives à ces actions? Je pense que le rôle de la société civile, aussi bien que les acteurs non étatiques, a déjà été mentionné, mais c'est quelque chose qui n'a pas été vraiment le point focal lors de la toute première étape. C'était beaucoup plus renforcer les capacités des acteurs institutionnels. Est-ce que l'un de vous pourrait en parler un peu plus, pourrait réagir et nous répondre à cette question? Quels sont donc les défis majeurs pour embarquer ces acteurs non étatiques à niveau décentralisé? Est-ce que je peux demander à Eduardo de répondre à cette question? Est-ce que ça vous convient, Eduardo, de répondre à cette question? Le rôle des... Oui, je pourrais dire quelque chose, bien sûr. Dans notre propre système d'information, dans notre propre plateforme d'information, nous avons un espace ouvert dédié aux institutions et l'appui aux institutions. Qu'est-ce qu'on voudrait faire avec tout ceci? C'est que toutes les institutions qui sont en train de prendre part sur un niveau territorial pourraient fournir leurs propres données et pourraient bien sûr poster leurs propres données. Pourquoi? C'est fondamental et très important pour faire la traçabilité, le suivi des territoires et de connaître où ces acteurs non étatiques sont en train de faire des projets, concrétiser des projets. Oui, nous avons besoin d'aller encore plus loin dans le cadre de l'intégration de ces données. Et là, on est en train de commencer dans le domaine de ce projet de pilotage, mais il va falloir le faire dans d'autres provinces, dans d'autres endroits. Et je pense que c'est très important de le faire et de réagir de cette manière. Ça ne peut être que positif pour les ONG, pour ces acteurs-là. Et ce qu'on voudrait faire ou ce qu'on voudrait éviter, c'est le partage de données assez sensibles qui sont d'ordre confidentiel, bien sûr. Et on ne doit pas se concentrer sur les noms, mais beaucoup plus sur les indicateurs, les chiffres, et s'assurer qu'on est en train de faire la meilleure interprétation de ces données. Juste le fait que la manière comment nous allons progresser à l'avenir serait d'intégrer d'autres sources, d'autres informations, bien sûr,
l'académie, aussi bien que la société civile locale qui semble avoir des informations très importantes à ramener au la plateforme et qui doivent être pris en considération dans ce cadre-là. Donc, c'est un défi majeur de faire de sorte à ce qu'ils puissent être pris en considération, mais je pense qu'à l'avenir, ça peut être considéré que bénéfique à la plateforme d'inclure ces acteurs aussi. Merci beaucoup. Je pense qu'on est en train de s'approcher du temps qui nous a imparti. On pourrait conclure peut-être avec une toute dernière question qui a été posée dans la boîte de messagerie et qui pourrait être utile pour nous tous. Et c'est de Julien Chalambo qui a posé la question suivante relative à l'expérience les dépenses que vous avez eues pour faire cette plateforme à ce niveau décentralisé. Quels sont les prérequis nécessaires pour créer ce type de plateforme d'information? Christina, peut-être que ce serait bien si vous pouvez conclure et essayer de répondre à cette question. Je pense que nous pourrons conclure avec cette réponse. Donc, le prérequis fondamental, comme je l'ai déjà dit, c'est cette question relative au cadre politique pour la sécurité alimentaire. Ceci semble être fondamental, un prérequis crucial. La même chose aussi serait de dire que mettre en place également une alliance stratégique avec des institutions stratégiques pour la sécurité alimentaire, une coordination, essayer d'avoir des accords institutionnels pour accepter ces types de coordination et pour accepter des données. Et qu'en est-il de l'autre point? Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, toutes les questions qui ont été mises dans la boîte de messagerie, si on n'a pas été discutées aujourd'hui, on ne vous a pas fourni de réponse, nous allons certainement vous fournir une réponse lors du partage de documents qu'on va faire tout à l'heure, juste après ces webinaires. Ceci va être la fin de notre échange. Vous devez voir le tout dernier transparent devant nous pour la session d'aujourd'hui, qui est un transparent relatif à thank you, merci. Je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont jointes à nous, donc les gens qui se sont connectés avec nous, tous ceux qui sont en train de nous regarder à partir du YouTube. On voudrait donc remercier nos invités qui sont connectés du Guatemala, aussi bien que de l'Europe. Merci à ces intervenants. Merci à Madame Guzman pour sa disponibilité et nous permettre de mieux comprendre le contexte institutionnel guatémalais, aussi bien que l'engagement du gouvernement pour lutter contre la malnutrition. On voudrait également remercier la communauté des pratiques pour nous avoir hébergés et pour nous avoir fourni l'opportunité aujourd'hui pour vous présenter cette expérience du NIPEN. Vous allez être capable d'apprendre un peu plus donc, de notre plateforme nationale d'information, avoir beaucoup plus de données. Nous allons partager tout ceci relatif aux études du cas. Donc, une fois que ceci sera publié et disséminé. Je vous remercie donc tous pour votre disponibilité et pour le partage d'expériences. Comme il était déjà mentionné tout à l'heure, l'enregistrement de ce webinaire va être disponible à partir de ce canal et les copies de ces présentations, c'est bien que le résumé vont être partagés dans le groupe au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup pour votre disponibilité, pour votre participation. J'espère que vous avez apprécié le débat et la session et nous espérons recevoir donc votre propre retour et avoir plus de votre contribution dans la communauté de pratique pour donner pour nutrition. Passez une bonne journée. Au revoir.